Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le bilan s'alourdit au Soudan. À moins de 35 personnes ou moins de 35 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées ce lundi dans la dispersion par les forces de l'ordre d'un sit-in à Khartoum, épicentre de la contestation. Les éléments de la force de soutien rapide étaient à la manœuvre ainsi que des hommes de la réserve centrale de la police. L'ONU condamne l'usage de la force. On fera le point sur la situation avec mes invités dans la première partie de cette émission. L'URD en ordre de marche au Tchad pour les élections législatives et locales. Les femmes du parti réclament la parité au sein du futur Parlement et prochaines assemblées locales. Ces élections plusieurs fois reportées doivent se tenir avant la fin 2019. Puis ce rapport de la Banque mondiale sur l'économie mauritanienne. L'institution pointe un secteur privé peu développé en raison notamment d'une surreprésentation de l'État dans l'économie. La Banque mondiale exhorte les autorités à engager des réformes structurelles. Et pour décrypter ces actualités avec moi ce soir, Mamad Zang, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes enseignant et chercheur en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Gratien Okendikiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Place à l'actualité. On commence par la situation au Soudan où le climat qui entourait jusqu'ici le mouvement de contestation a pris une toute autre tournure ce lundi en cause ce coup de force de l'armée, ce lundi donc contre les manifestants qui réclament la transmission du pouvoir aux civils. Les forces de l'ordre ont violemment dispersé leur sit-in dans la capitale Khartoum devant le quartier général de l'armée, faisant au moins 35 morts et plus de 600 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. Dans le même temps, les généraux ont annoncé l'arrêt des négociations avec les manifestants au sujet de ces événements. Et bien ce lundi, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour l'analyste politique Boubacar Ba, l'attitude de l'armée marque un tournant dans les négociations avec l'opposition, tournant également aussi pour le soulèvement. Je vous propose de l'écouter. C'est un nouveau paradigme dans cette confrontation entre les militaires qui jusque-là étaient quand même bien vus par la population. Je rappelle que pendant très longtemps, c'est eux qui ont fait partie, peut-être même entre guillemets, Omar el-Béchir, et qu'ils étaient le soutien de la population. Et visiblement, ils donnaient l'impression de vouloir un petit peu changer les choses. Et là, aujourd'hui, ils changent de paradigme parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec ces civils qui, quelque part, veulent tout simplement renverser la table. Et eux, militaires, c'est pas seulement leur poste militaire qui leur pose problème, mais c'est quelque chose de plus fondamental, c'est l'application de la charia. Ils veulent maintenir l'application, que la charia soit la seule source d'inspiration de la loi au Soudan, et visiblement, les populations n'en veulent pas. Et ils sont là-dedans, parce que ça fait quand même 30 ans qu'Omar el-Béchir est au pouvoir, ça fait 30 ans qu'ils appliquent la charia, et visiblement les populations n'en veulent pas. Et les différents dirigeants de la junte militaire sont allés ces derniers temps voir les différents pays arabes de la zone qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui, quelque part, aimeraient sûrement ont dû influencer négativement ces autorités militaires pour qu'ils imposent la charia dans leur pays, et ils sont peut-être partis de là-bas avec une assurance qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de la population et que ça ne leur retomberait pas dessus. Donc là, en ce moment, il y a un changement de paradigme. Comment la population va réagir par rapport à cela? Va-t-elle continuer à manifester tous les soirs devant les portes de l'armée? Ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Est-ce que les négociations vont pouvoir reprendre? Est-ce que l'armée va pouvoir reprendre les négociations avec les civils? Ou tout simplement, on va passer de Charib à Silla, c'est-à-dire qu'on va passer de Omar el-Béchir à un autre dictateur qui va venir imposer la charia et que finalement, on retombe à la case départ. Une attaque condamnée par plusieurs chancelleries. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont demandé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité ce mardi. Gratien Okendikiza, comment expliquer cette radicalisation de l'armée? Et on sait que cet assaut était craint déjà depuis plusieurs jours. Oui, on voit bien qu'il y a les négociations qui étaient bloquées et les militaires, en fait, ils n'avaient pas d'autres entre guillemets, d'autres choix chez eux, bon, qu'à utiliser la force. Ils voulaient utiliser la force pour intimider, je pense, à un certain moment. Il peut y avoir
un dérapage, mais la force était vraiment envisagée, on voit bien. Et de cette façon, il y a un blocage au niveau des négociations, éventuellement qui pouvaient penser qu'avec un blocage pour redébloquer les négociations, qui pouvaient retirer quelque chose, obtenir quelque chose de la part des civils qui négocient, notamment la présidence de son conseil. Mais je pense que tout a été gâché parce qu'en fait, ce peuple qui a initié cette révolution ne va pas accepter de lâcher en soi. Ça serait comme ça. Ça serait un coup d'État, un vrai coup d'État contre Béchir et que le peuple finalement n'a rien fait alors que c'est le peuple qui a tout fait. Est-ce que ce n'est pas finalement l'armée comme ça qui tombe le masque? Est-ce que l'armée voulait réellement des négociations qui puissent aboutir à une transmission du pouvoir au civil Mamadzang? Je pense que l'armée soudanaise et le conseil militaire de transition, depuis le début, ils ont cherché à gagner du temps et à s'assurer du soutien de leurs alliés extérieurs, en l'occurrence leur voisin Al-Sisi. Et puis, il y a eu une tournée du président du Conseil supérieur militaire qui est allé dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Je crois qu'ils ont reçu un feu vert pour écraser toute cette révolution soudanaise qui pouvait, par ricochet, avoir une influence positive aussi bien en Égypte que dans les pays voisins. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un homme fort dans cette junte militaire. Là, je crois qu'il en est même le numéro 2. Il s'appelle Mohamed Hamdan Daglo, et c'est lui qui dirige ces forces, comment ils appellent, les FSR, là. Et ce monsieur a une expérience de génocidaire, puisqu'il dirigeait le groupe des Janjaouides qui ont fait la guerre dans le Darfour. Donc, ces gens-là, ils ne peuvent pas ne pas rester au pouvoir parce qu'il y a des réelles poursuites contre eux. Et je pense que la réunion du Conseil de sécurité qui a été demandée par l'Allemagne et la Grande-Bretagne pourrait éventuellement déboucher sur soit des sanctions, soit des pressions. Mais il faut admirer, n'est-ce pas, le courage du peuple soudanais qui a réussi quand même à faire cette révolution, à faire partir Omar el-Béchir, et que les militaires qui étaient dans son entourage, qui étaient ses collaborateurs et qui étaient ses complices, veulent maintenant confisquer la révolution à leur propre profit. Ça, c'est inadmissible. Il faut que la pression du peuple soudanais continue avec le soutien de la communauté internationale. Gratien Okundikiza, alors effectivement, le Conseil militaire annonce la rupture des négociations avec les manifestants, mais aussi la tenue des élections au cours des 9 prochains mois, alors que les manifestants réclamaient une transition plutôt sur 3 ans. Donc là, un coup dur quand même pour le mouvement, bien évidemment. Oui, bien sûr, parce qu'on s'imagine que le candidat va être le général qui dirige justement la transition qui va y... Oui. Oui. Donc, cela veut dire que finalement, le peuple aura perdu, il va y avoir une dictature qui va s'installer et qui va beaucoup se stabiliser, surtout ce qu'il a dit au niveau de la sous-région. Il y a l'Égypte notamment, il y a Sisi qui veut que ça ne soit pas une révolution parce que le peuple égyptien peut être tenté. Mais est-ce que, justement, puisque vous parlez du président Al-Sisi, est-ce qu'il n'y a pas un double jeu de l'Union africaine qui, dans le même temps, condamne les récents événements tout en soutenant plus ou moins le régime militaire? Al-Sisi, il a 2 casquettes. Il est président de l'Égypte, président d'un pouvoir militaire, et aussi président de l'Union africaine. Donc, je pense en ce cas, il laisse tomber la casquette de président de l'Union africaine. Il est président de l'Égypte et en même temps, c'est un membre de la coalition avec l'Arabie saoudite, une coalition qui intervient au Yémen. On se retrouve finalement les effets du Yémen au Soudan parce que, au niveau de la tournée, en Arabie saoudite notamment, les Saoudiens rassurent le président, l'intérimaire au Soudan, comme quoi il peut rester au pouvoir parce qu'ils ont encore besoin, ils ont toujours besoin des militaires, des militaires ou même des miliciens qui sont envoyés par le Soudan, qui constituent le gros des gens qui viennent de l'étranger, qui se battent au Yémen. Vous savez que l'Arabie saoudite intervient au Yémen pour combattre les Houthis qui ont pris le pouvoir. Donc, le gros des troupes sont les Soudanais. Et si jamais il y a la révolution, les civils vont dire, eh bien, on n'a pas besoin d'envoyer nos enfants à la mort au Yémen, on va les garder chez nous
Mais de cette façon, ils savent bien le roi du Soudan, le roi soudanais, ou celui qu'on appelle MBS, le successeur, éventuellement l'héritier, ils savent bien que si c'est le militaire qui reste au pouvoir, il va toujours envoyer les troupes. On sait bien que c'est une guerre qui est vraiment très régionale, centrale au niveau de ce qui se passe, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc je pense que l'Arabie Saoudite non plus ne va pas lâcher le général soudanais. Mamad Zang. Voilà, et d'ailleurs, ce numéro 2 de la junte, là, Mohamed Hamdan Daglo, c'est lui qui a négocié le départ de ses enfants soldats soudanais en Arabie Saoudite pour mener cette sale guerre contre les Yéménites, et ils reçoivent énormément d'argent de la part de l'Arabie Saoudite. En gros, ils reçoivent presque 250 millions de dollars américains pour continuer, n'est-ce pas, à ce que les enfants soudanais servent de chair à canon dans cette sale guerre que mènent l'Arabie Saoudite et la coalition d'un certain nombre de pays arabes et musulmans. Donc, effectivement, il y a ce côté géostratégique là qui fait que l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, l'Égypte regardent d'un très très mauvais œil cette volonté du peuple soudanais de se libérer, et puis surtout de mettre fin à la charia. Parce que ils ont déjà mené plusieurs guerres contre les autres populations dans le Darfour, les Ahawa, les Massalites et les Four. Et ils ont donc, d'ailleurs, l'actuel président du Conseil militaire de la transition, Abdel Fattah al-Burhan, et le général Mohamed Daglo, Hamdan Daglo, ils ont déjà commencé à coopérer ensemble dans le Darfour, dans les années 2003. Ensuite, ils ont aussi fait un massacre en 2013. Donc ce sont des gens qui ont du sang sur les mains et qui ne souhaitent pas qu'il y ait un changement démocratique au Soudan. Gratien Rukindikita. Alors donc, je le disais tout à l'heure, le Conseil militaire veut donc des élections au cours des 9 prochains mois. Les manifestants, eux, veulent une transition de 3 ans. C'est une période nécessaire pour permettre l'organisation de ces élections ces 3 années. Ce n'est pas seulement l'organisation des élections, c'est aussi le changement de la Constitution. C'est-à-dire stabiliser le pays, stabiliser aussi. Il y a les lois à changer, il y a la charia. Il faut aussi revoir le fichier électoral. Il faut aussi revoir la Commission nationale indépendante pour les élections. Donc il faut revoir beaucoup de choses. Qui vont être les candidats, qui ne seront pas les candidats, est-ce que les militaires vont être candidats? Il y a beaucoup de choses à voir, et aussi au niveau des relations internationales et aussi au niveau de la société soudanaise avant juste les élections. Mais s'ils se précipitent au niveau des élections dans 9 mois, cela veut dire qu'il va y avoir la continuité, il y aura un pouvoir Béchir sans Béchir tout simplement. Et ce qui est absolument inquiétant, c'est que les membres de la coalition qui menaient les négociations avec les militaires, ils ont donc été obligés d'agir à visage découvert. Donc il y a une répression qui va s'abattre sur ces gens-là assez rapidement. Et puis les militaires, il ne faut pas se cacher, ils ont envie de faire des élections très rapidement pour les truquer et pour rester au pouvoir. On a vu ça avec Al-Sisi, qui est leur modèle, où il y a quand même plus de 7000 prisonniers dans les geôles de ce monsieur que les chefs d'État africains ont élu à la présidence de l'OUA. C'est quand même curieux, parce que lui, il est venu par un coup d'État pour chasser un président islamiste élu, Mohamed Morsi. Donc c'est pas un paragon de vertu, ce monsieur Al-Sisi, un maréchal aussi. Gratien, quel avenir pour le soulèvement? Là, on assiste à un tournant véritablement par rapport donc à cette armée qui a décidé de disperser. Donc, je rappelle, ce lundi, au moins 35 morts, plus de 600 blessés. Donc là, le soulèvement qui est véritablement mis à mal. Oui, mais vous savez, on ne peut pas faire... Parce que, par exemple, le printemps Prague ou autre chose, quand les militaires pouvaient sortir dans la rue et chasser les manifestants complètement. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, on est au Soudan,
on est en 2019, il y a la communauté internationale qui regarde, il n'y a plus les deux blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc, les militaires soudanais ne peuvent pas tirer sur les manifestants tout le temps. Pendant un moment, ils ont tué. Déjà, ils commencent à le regretter. Je pense qu'ils ne vont pas continuer jusqu'au bout parce qu'ils se disent que s'ils le font, il va y avoir un problème. Ils ont besoin de bonnes relations avec les Américains. Ils ont besoin des relations avec d'autres, pas seulement les Saoudiens. Donc, à un certain moment, je pense qu'ils vont essayer de lâcher parce que si le peuple vraiment tient, il va y avoir des morts, mais je pense qu'il y aura les deuxièmes, il n'y aura pas les troisièmes pour moi. Mais est-ce que le fait que le Conseil militaire de transition ait décidé de rompre les négociations avec les manifestants ne montre pas justement cette volonté de durcir leur attitude, justement? Je suis convaincu que c'est une des cartes pour revenir au pourparler. Ils sont obligés, ils se disent qu'ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont déjà commencé, ils ont déjà montré, et puis il y a beaucoup de gens qui observent. C'est une façon de dire on se retire. Vous serez obligé de revenir nous voir, mais c'est une des cartes à jouer, mais je ne pense pas vraiment qu'ils abandonnent complètement les pourparlers, qu'ils laissent les gens ou qu'ils massacrent les gens qui sont dans la rue. Le peuple soudanais a une grande force, c'est que ce n'est pas la première fois que les Soudanais se révoltent et chassent un dictateur. Ils l'ont fait à plusieurs reprises dans leur histoire. Et je pense que le Conseil militaire de transition sous-estime largement la volonté des Soudanais de changer de régime. Et ils ont lancé ceux qui se battent contre les militaires, là, ils ont lancé un mouvement de désobéissance civile. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça ne se passe pas seulement à Khartoum, ça se passe aussi à Omdurman, ça se passe dans le Darfour, ça se passe dans beaucoup de villes du Soudan. Ils ont commencé à ériger des barricades un peu partout. Aujourd'hui, pratiquement dans tout le Soudan, les commerces ont été fermés et donc je pense qu'ils vont continuer à se battre. Il faut maintenant que la communauté internationale et les instances étrangères puissent faire suffisamment de pression sur les militaires soudanais pour qu'ils lâchent du lest. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que pendant quelques années, le gouvernement soudanais sous El-Béchir faisait partie de la liste des pays terroristes. Donc ils ont été retirés de cette liste. Très récemment d'ailleurs. Oui, donc voilà, donc il y a des éléments, il y a des cartes pour que des pressions très fortes s'exerce sur les militaires. On rappelle donc cette réunion convoquée par la Grande-Bretagne et l'Allemagne sur ces récents événements au Soudan. 35 personnes tuées au cours de cette dispersion par les forces de l'ordre, donc d'un sit-in à Khartoum, pardonnez-moi, ce lundi. On marque une très courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.